Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, notre émission politique hebdomadaire. Nous sommes désormais à moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Suivront ensuite les élections législatives, les 11 et 18 juin. Dans la région, il y a 32 circonscriptions, donc 32 députés à élire ou réélire. Et parmi les candidats, 3 petits nouveaux qui font campagne dans un contexte qui n'est pas facile en ce moment. Ils vont nous en parler. Sur ce plateau, 2 femmes et un homme. Bonjour, Lauriane Degnaud, vous êtes socialiste, vous avez 34 ans, vous êtes la première adjointe du maire de Saint-Nazaire, vous êtes candidate sur la 8e circonscription, celle qui regroupe Saint-Nazaire, Montoire et Savenay. Éléonore Revel, vous êtes la collaboratrice du Front National, du groupe Front National à la région, vous avez 35 ans. Vous êtes candidate sur la 3e circonscription à Nantes, c'est celle qui a été pendant 30 ans celle de Jean-Marc Ayrault et qui a été gagnée par une socialiste, c'était en avril dernier. Et un homme, le républicain Julien Bainvel, vous avez 36 ans, vous êtes conseiller municipal à Nantes et conseiller de la métropole. Vous vous présentez sur la première circonscription Nantes-Orvault qui est détenue par l'écologiste François de Rugy dont on a beaucoup parlé ces derniers temps au moment de la primaire à gauche. François Bainvel, candidat face à face à un François de Rugy qui a gagné en notoriété. Est-ce que vous vous sentez de taille ? Ah bah évidemment, si j'y vais, c'est que je crois d'abord que le bilan du député sortant est pas à la hauteur des espérances et des promesses qu'il avait faites, qu'il est aussi l'héritier du bilan de François Hollande, puisqu'il a soutenu la quasi-totalité des projets de loi et des propositions portées par le Parti socialiste durant ces 5 années de mandat. Et que je crois que on a besoin sur cette circonscription qui regroupe Nantes-Orvault et Sautron, qui est aussi une ville importante dans cette circonscription, qui est une circonscription très diverse, à la fois urbaine mais aussi rurale, avec une présence de la profession agricole qui est importante, qu'on a besoin de députés ancrés sur le territoire, de députés de proximité, de députés qui connaissent les dossiers, et je crois que je regroupe ces qualités, et c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Sans vouloir être désagréable, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un ténor de la droite nantaise. On dit même que François Painte avait envie d'aller sur cette circonscription, mais qu'il reste pour garder la région si Bruno Retailleau était nommé ministre. C'est le cas ? Alors, écoutez, vous lui poserez la question. En tout cas, moi, j'ai été investi à l'unanimité de ma famille politique et au local et au national. Pourquoi ? Vous êtes le symbole du rajeunissement de la droite nantaise, c'est ça ? En tout cas, sur cette élection en Loire-Atlantique, les Républicains ont fait le choix d'investir 10 candidats qu'ils sont pour la première fois. Nous sommes 6 à avoir moins de 45 ans. Je pense que nous sommes 3 ou 4 à être trentenaires. Donc il y a à la fois une volonté de renouvellement. Donc vous pariez sur l'avenir ? Et une volonté de rajeunissement de notre famille politique. Et moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe de vitalité aussi de notre famille politique en Loire-Atlantique. À vos côtés, Lauriane Degnaud. Alors vous, à l'inverse, vous allez partir sur une circonscription qui est vraiment taillée pour la gauche. Marie-Odile Bouillet l'avait même emportée dès le premier tour en 2012. On était après la vague de la présidentielle et l'élection de François Hollande, mais face à 12 candidats, elle l'avait emporté. C'est une circonscription qu'on vous offre comme ça sur un plateau ? Non, je crois pas. Je crois d'abord que aucune élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est bien le propre de la démocratie, et fort heureusement. Moi, je crois que on est dans un monde aujourd'hui qui change peut-être plus vite qu'il n'a jamais changé. Ces changements, c'est les évolutions majeures qu'apporte le numérique, la robotique dans le monde du travail. Ces changements, c'est aussi le grand défi de la lutte contre le changement climatique que nous devons relever tous ensemble. Enfin, c'est pas une circonscription difficile sur laquelle vous allez batailler, Lauriane Degnaud. Mais je le répète, aucune circonscription n'est jamais gagné d'avance. Et moi, ce que je veux dans cette campagne législative, c'est apporter des solutions nouvelles pour un monde qui est effectivement en pleine évolution. Je souhaite faire une campagne de grande proximité pour nouer le dialogue avec les citoyens de cette belle circonscription dans lesquelles il faut quand même dire qu'il n'y a pas que Saint-Nazaire, Montoire et Savenay, mais il s'agit de 13 communes. Ça, c'est pour les téléspectateurs de la région. Pour les téléspectateurs, mais je voudrais que personne ne se sente oublié aujourd'hui. Éléonore Revel, on l'a dit, vous êtes candidate sur la 3e circonscription. Vous étiez déjà allée sur cette circonscription en avril dernier, quand effectivement il a fallu renouveler la circonscription de Jean-Marc Ayrault.
Vous avez fait un peu plus de 11% des voix face 11,3, tout à fait. Face à la socialiste Karine Daniel qui l'a emporté. C'est une des rares circonscriptions que la gauche a réussi à conserver d'ailleurs depuis 2012. Vous faites acte de présence sur cette campagne ou pas ? Bah attendez, ne parlez pas trop vite. Le Front National est quand même premier dans les intentions de vote pour la campagne présidentielle. Il est évident que notre projet correspond à une attente des Français. On assiste à une débâcle de la gauche avec un bilan catastrophique auquel on peut associer assez facilement la droite. Donc moi, j'irai pas trop vite, faire acte de présence. Les électeurs vous ont accordé 11% de leur voix il y a quelques mois. Sur une partielle. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup d'abstention. Beaucoup d'abstention, 75% d'abstention, donc faut pas l'oublier. Moi, je crois qu'on est dans une dynamique où les Français en ont ras-le-bol de ce que... Mais Nantes, c'est toujours une carte de conquête pour le Front National. Il y a Marine Le Pen va venir faire son premier meeting là, le 26 février au Zénith. Elle commence sa campagne dans un endroit où le Front National ne fait pas ses scores les plus élevés, très clairement. C'est une terre de conquête peut-être, mais en tout cas, il y a justement une forte progression possible, puisque c'est là que nous pouvons faire des très bons scores, étant donné justement sur ma circonscription de gauche, où justement la gauche affiche un bilan catastrophique. Moi, j'ai bon espoir que les électeurs se portent sur ma candidature. On verra ça. Le premier tour, on le rappelle, c'est le 11 juin. En tout cas, vous faites campagne dans un contexte compliqué, dans une semaine politique qui a été marquée une nouvelle fois par l'affaire Pénélope Fillon. François Fillon et sa femme, on va le rappeler, ont été auditionnés en début de semaine pendant 5 heures. La brigade financière cherche à savoir si, comme l'a révélé le Canard enchaîné, Pénélope Fillon a bénéficié d'un emploi fictif. En milieu de semaine, c'est Marc Joulot, le maire de Sablé-sur-Sarthe, qui a été entendu pour savoir si lui aussi a bien employé Pénélope Fillon. Elle qui, en 2007, déclarait qu'elle n'avait jamais tenu aucun rôle politique auprès de son mari. Une interview retrouvée par les journalistes d'Envoyé spécial. On écoute les journalistes. Oui, au bout à la 25e minute de cette interview, par lâcher cette bombe où elle dit au niveau de la politique, moi, j'ai déjà accompagné mon mari sur certains meetings. En revanche, je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, moi, mon mari, je ne fais pas sa communication. Enfin, voilà, elle sépare bien, elle explique bien qu'il y a son mari d'un côté qui s'occupe de sa carrière politique et que elle, de l'autre côté, elle a sa vie à elle bien séparée. Julien Mavel, on ne parle que de ça. Est-ce que, j'imagine que sur le terrain aussi, les électeurs vous en parlent beaucoup. Est-ce que finalement ça ne phagocyte pas toute votre campagne législative, cette affaire ? Écoutez, c'est sûr que voilà, j'aurais préféré faire campagne. Moi, je suis en campagne depuis déjà quelques semaines dans un contexte un peu différent. Hein. C'est sûr que on traverse une période. Ils vous interpellent les électeurs sur le terrain ? Mais évidemment, ils nous posent des questions, ils nous interrogent et voilà, moi d'abord je regrette qu'il y ait une certaine forme d'emballement médiatique qui fait que chaque information qui est diffusée au fur et à mesure est vécue comme une nouvelle accusation. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses entre le rôle de chacun. La justice s'est saisie de ce dossier, et donc moi je souhaite que les choses aillent au bout. Vous continuez, ensuite, vous, à soutenir François Fillon comme ces parlementaires là qui cette semaine ont écrit une tribune dans le Figaro pour affirmer qu'il n'y avait pas d'autre choix que de soutenir François Fillon, je cite, pour éviter le face-à-face mortel entre la gauche et le Front National. Vous êtes de cet avis ? Vous partagez ça ? Il y a eu une très forte mobilisation des électeurs de la droite et du centre au moment de la primaire, plus de 4,5 millions de personnes qui se sont mobilisées. Il y a une vraie dynamique de lancer. Justement, on n'a pas perdu cette dynamique. Moi, je comprends qu'un certain nombre de nos concitoyens puissent être choqués par ce qui est en train d'être dit, par les sommes qui sont en question. Et je crois que notre responsabilité, à la fois de candidats et puis d'élus locaux et qui représentons cette nouvelle génération, c'est aussi de montrer qu'il y a peut-être des pratiques anciennes qui n'ont plus lieu d'être et de prendre des Donc vous répondez quoi à vos électeurs? Vous dites je ne suis pas François Fillon, j'agirais différemment, c'est ça? Je dis que moi, si je suis député de la première circonscription, je prends un certain nombre d'engagements qui sont extrêmement clairs sur les questions de transparence en matière politique. Je suis, pour ce qui me concerne, favorable
à l'interdiction du recrutement de membres de la famille comme collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est totalement en dehors de la vie politique et donc cette question ne se pose même pas pour ce qui me concerne. Moi, je pense qu'il faut même aller plus loin, qu'il faut par exemple être extrêmement transparent sur l'utilisation des frais de mandat de l'IRFM pour les députés. Je pense qu'il faut ce sont les indemnités parlementaires. Les indemnités qui permettent aux parlementaires de payer ces fameux assistants parlementaires dont on parle. Et il y a une enveloppe qui est l'IRFM qui permet de payer un certain nombre, de payer la permanence parlementaire par exemple. Je pense qu'il faut être extrêmement transparent sur l'utilisation de ces sommes. Vous êtes d'accord, Lauriane Deniau, avec ce que propose... Que sur la question de la réserve parlementaire, moi je suis opposé à la réserve parlementaire. Je crois qu'aujourd'hui ces pratiques-là sont dépassées. Et puis je crois aussi qu'il faut avancer sur la question du cumul des mandats dans le temps. Et moi je suis favorable à ce que la question du cumul dans le temps soit très fortement encadrée. C'est pour ça que les Républicains ont voté contre cette proposition, tout comme le non-cumul des mandats. Je veux dire, à un moment donné, ce qui crée la défiance entre les hommes et les femmes politiques et les citoyens de notre territoire, comme partout en France, c'est, vous savez, cette espèce de distance qui existe entre les propos tenus, les jolis discours, comme ceux que vous tenez aujourd'hui, monsieur, et puis les actes, et y compris ce que votre parti vote ou ne vote pas à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais quand même rappeler ici qu'un certain nombre de parlementaires républicains étaient opposés à la réforme qu'a proposée le gouvernement pour limiter le cumul des mandats. Comme des parlementaires socialistes, je rappelle que Jean-Marc Ayrault, qui est la personnalité emblématique de ce département, a été maire, président de la métropole, député. Et la clarté en politique, c'est extrêmement important. Ce sont les socialistes qui ont proposé de limiter le cumul des mandats à l'Assemblée nationale, et c'est grâce au vote des parlementaires de gauche que cette loi a pu passer, et je m'en réjouis. Mais Lauriane Deniau, vous iriez sur ce que propose Julien Marvel, justement, par rapport aux assistants parlementaires, à la réserve parlementaire, parce qu'il faut avancer. Donc, vous savez, moi, je me suis engagée très tôt dans cette campagne électorale en proposant aux citoyens de ma circonscription une charte de législature dans laquelle j'ai pris dès le mois d'octobre un certain nombre d'engagements. Non cumul des mandats dans le temps, mandat unique, comme nous le faisons d'ailleurs la majorité de gauche à la ville de Saint-Nazaire, association des citoyens de la circonscription à l'utilisation de la réserve parlementaire, transparence sur l'utilisation de l'IRFM et publication des noms des assistants parlementaires. C'est ce que j'ai proposé dès le mois d'octobre dernier. On pourra voter les propositions de loi que je déposerai à l'Assemblée nationale. En tout cas, on sent bien que dans la candidature de François Fillon, et derrière lui, il y a des soutiens qui se fissurent chaque jour. Le premier qui a ouvert le feu, c'était il y a quelques jours le député sarkozyste Georges Fenech, qui disait que le résultat de la primaire était caduque. Est-ce qu'il faut un nouveau candidat, selon vous, Julien Marvel ? Moi, je pense que la décision, d'abord, elle ne m'appartient pas. Moi, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis conseiller municipal de Nantes. Est-ce que vous serez plus à l'aise pour faire campagne avec un nouveau candidat ? Moi, je vous redis que je crois qu'aujourd'hui, il y a eu que cette responsabilité-là, elle appartient à François Fillon. C'est à François Fillon de prendre les décisions qu'il estime nécessaires, qu'il estime importantes. Et je crois que ces décisions, elles doivent être révélées rapidement. Voilà. C'est le fameux 15 jours dont parle François Fillon, le 15 jours qui serait le temps judiciaire. Vous lui accordez encore 15 jours avant de vous décider, c'est ça ? Moi, j'ai rien à accorder à personne, mais François Fillon a fixé ce cap de 15 jours. Je pense qu'à l'issue de cette période, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Alors on sent bien, même dans la région, que les gens se positionnent petit à petit. Je pense notamment à Jean-Charles Tougourdeau, qui est le député du Maine-et-Loire, député républicain du Maine-et-Loire, qui réclame lui aussi un autre candidat. Éléonore Revel, la campagne est ternie par ces affaires ? Alors, au niveau de François Fillon, il est évident que ça contribue malheureusement au dégoût global des Français pour la politique et pour leur manque de confiance vis-à-vis des dirigeants politiques qui se déclarent intègres et qui finalement ne le sont pas, qui font des campagnes, par exemple, pour François Fillon parfois, ou d'autres sur les terres du Front National, et qui, arrivés au pouvoir, ne font plus ce sur quoi il s'était engagé. Alors, est-ce que les électeurs, dans votre circonscription, ils vous parlent de l'affaire Marine Le Pen ? Parce qu'elle aussi, elle est au cœur d'une affaire et d'un bras de fer avec le Parlement européen qui lui réclame notamment les salaires d'assistants qui ne sont pas assistants. Donc sur l'affaire Marine Le Pen au Parlement européen, c'est complètement différent puisque, contrairement à Monsieur Fillon, il n'y a pas d'enrichissement personnel et que Madame Grisé... Ça n'est pas avéré pour François Fillon, mais on est dans tout à fait. Des accusations d'emploi fictif dans un cas comme dans un autre, en tout cas.
Et Marine Le Pen travaille depuis 25 ans avec Madame Grisey, qui est donc son attachée parlementaire, mais pas uniquement, puisqu'elle est aussi conseillère de Marine Le Pen. Vous au sein redoutez du Front justement National. à l'image de l'affaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pénélope Gate, il y ait demain une affaire Marine Le Pen? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que... Pour quelle raison serait-elle à l'abri selon vous? Parce elle est en train de prouver que ces accusations sont fausses. Elle a fourni les preuves comme quoi Madame Grisey badgeait bien au Parlement européen. Donc vous n'avez pas d'inquiétude sur votre campagne là-dessus? Non, aucune. Les résultats, en tout cas, des affaires, ils sont immédiats dans les sondages. François Fillon est fortement en baisse cette semaine, au point même, dans certains sondages, d'être éliminé dès le premier tour. Je sais qu'il faut être prudent face aux sondages, mais ils sont le reflet, en tout cas à un moment donné, à un instant T, de ce que pense la population qui est sondée. Et là, en l'occurrence, la confiance en François Fillon est largement érodée, ça se voit. Benoît Hamon, lui, est en hausse. Emmanuel Macron aussi, qui serait au second tour face à Marine Le Pen. Vous en pensez quoi de ce sondage ? Moi, je prends toujours beaucoup de distance avec les sondages, puisqu'effectivement, si on écoutait les sondages, d'abord François Fillon n'aurait jamais gagné la primaire. Benoît Hamon ne serait pas sorti victorieux de la primaire du Parti socialiste. Et puis, si on remontait dans le temps, Lionel Jospin aurait été président de la République. Donc, bon, je prends toujours beaucoup de distance avec ces questions-là. Là, ils sont quand même très différents de la semaine passée. Donc, on voit bien qu'il y a un impact. Je note aussi que pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas dévoilé son programme, reste toujours dans l'entre-deux, et que moi j'ai la conviction que le jour où il donnera ses propositions, s'il les donne un jour, c'est quand il dévoilera son programme, son projet, on verra bien que c'est pas un candidat qui n'est ni de droite ni de gauche, mais que c'est un candidat de gauche qui a été... Il dit être et de droite et de gauche. Lauriane Degnaud, le fait que Benoît Hamon lui monte dans les sondages et phagocyte les voix de Jean-Luc Mélenchon, bon signe selon vous ? Pour vous, je rappelle que vous avez soutenu Benoît Hamon. Oui, j'ai soutenu Benoît Hamon dans ce cadre, dans le cadre de ses primaires, et je me félicite de cette large victoire, et puis aussi du nombre de personnes qui ont participé à ces primaires, 2 millions sur toute la France. C'est vraiment pas rien. Ce qui est important quand on regarde les sondages, c'est l'état de l'opinion à un instant T, vous l'avez dit, mais ce qui est intéressant, c'est quand même les dynamiques et les courbes. Je rappelle quand même, il y a quelques mois, Benoît Hamon, quand il était testé dans les sondages, était testé même à moins de 5%. On voit qu'aujourd'hui, c'est le candidat officiel de la gauche à la présidentielle. Pris une dynamique ascendante dans le cadre de cette élection, et je crois que ce mouvement ne va pas s'arrêter dès demain. Il ne va pas s'arrêter dès demain parce que c'est un candidat qui est ancré dans le concret, c'est un candidat authentique et sincère, et surtout qui propose des solutions nouvelles. Voilà. Il tourne la page avec la vieille politique, il fait de la politique autrement, et puis il n'a pas peur de regarder la société telle qu'elle est pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous, notamment les défis liés au changement climatique, à la transformation en profondeur du monde du travail. Et je crois que c'est pour ça qu'il est en dynamique aujourd'hui. En tout cas, il l'a largement emporté, on va le rappeler, on va revoir les chiffres, dans toute la région. Un désaveu pour les parlementaires socialistes, les maires de Nantes et de Saint-Nazaire, qui, eux, avaient appelé à voter pour Manuel Valls. Cette semaine, il y a des parlementaires socialistes qui ont demandé, dans Le Monde, un droit de retrait par rapport à la campagne présidentielle. Ça signifie que Benoît Hamon a bien du mal à rassembler le Parti socialiste derrière lui. Non, vous savez, il y a quelques semaines... On peut dire, moi, je ne veux pas me mouiller dans la campagne du candidat. Ouais, vous savez, il y a quelques semaines, quand on parlait de l'hypothétique, à l'époque, victoire de Benoît Hamon aux primaires, on nous disait, mon Dieu, un grand nombre d'élus vont quitter le Parti socialiste, partir soutenir Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe une semaine après la victoire de Benoît Hamon? Moi, je note qu'un grand nombre... Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment pas nombreux. Je note surtout qu'un grand nombre de socialistes se rassemblent autour de la candidature de Benoît Hamon. On attend avec impatience la convention d'investiture qui aura lieu dimanche à Paris. Et puis surtout, je fais confiance à Benoît Hamon pour rassembler demain, bien au-delà des socialistes, mais l'ensemble de la gauche et des citoyens qui veulent plus de progrès dans notre société. Alors parmi les gens qui ont appelé à voter et qui ont rallié Emmanuel Macron, on peut situer notamment Marc Goua, le député socialiste du Maine-et-Loire, qui dit, lui, je voterai Emmanuel Macron. Vous voyez ? Oui. Des fois. Benoît Hamon qui, lui, a rencontré François Hollande cette semaine à l'Élysée. Vous allez défendre le bilan de François Hollande dans cette campagne des législatives ou vous allez dire droit de retrait?
Non, moi je crois qu'il y a beaucoup de bonnes réformes qui ont été prises pendant ce quinquennat. Je peux en citer quelques-unes. La mise en place du tiers payant pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé, la création de 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes sont quelques exemples. Maintenant, je considère également qu'il faut relever les défis d'un monde nouveau, aller chercher de nouvelles solutions. C'est ce que propose Benoît Hamon avec la mise en place d'un revenu universel d'existence, la création d'une taxe sur les robots. Ça fait partie de vos propositions, vous, pour les élections législatives. Bien sûr, ce sont des propositions, mais aussi le fait de faire en sorte demain de relever le défi de lutte contre le changement climatique et puis aussi de faire plus attention à notre santé. On ne pourra pas faire demain et après-demain comme si on ne savait pas qu'il y avait un certain nombre de substances que nous respirons qui viennent abîmer notre santé ou celle de nos enfants. C'est aussi le cas des perturbateurs endocriniens qui sont partout dans notre alimentation, dans les matériaux qui nous entourent. Et bien, Benoît Hamon propose des solutions concrètes pour protéger notre santé, celle de nos enfants et j'espère celle de nos petits-enfants après-demain. Julien Bainvel, vous allez faire campagne sur quoi, vous? Sur le programme de François Fillon? D'abord, je pense qu'il faut pas oublier quand même qu'on sort de 5 ans de socialisme et que la situation de la France aujourd'hui est quand même fortement dégradée par rapport à celle de 2012. Le chômage n'a cessé d'augmenter, la pauvreté n'a cessé d'augmenter, la dette n'a cessé d'augmenter. Donc la situation économique et sociale de notre pays. Donc vous, quand vous abordez vos électeurs, vous dites vous voulez parler des comptes de la sécurité sociale qui ont été rétablis. Vous voulez parler de l'éducation nationale dans laquelle nous avons largement investi. Là, on ne vous mettra pas d'accord tous les deux. Laissez Julien Bainvel nous dire sur quoi il va faire campagne. Ce qui me paraît compliqué, c'est de soutenir le bilan de François Hollande et de soutenir en même temps Benoît Hamon qui n'a cessé de critiquer l'action gouvernementale ces 5 dernières années. Mais vous, sur quoi vous faites campagne précisément? Moi, je pense que le sujet essentiel aujourd'hui, c'est la question de l'emploi. Le chômage, c'est la première des inégalités et qu'une fois qu'on a réglé la question de l'emploi, on règle questions. On règle le chômage en faisant quoi? En supprimant 500 000 postes de fonctionnaires, par exemple? D'accès à la santé, d'accès à la culture pour nos concitoyens. Vous avez une proposition forte justement sur l'emploi, sur cette circonscription? Eh bien, évidemment. Réduire 500 000 postes de fonctionnaires. Il faut dire où est-ce qu'on les réduit, les postes de fonctionnaires. Je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on va lutter contre le chômage demain. Vous les réduisez où les postes? Dans l'éducation nationale, dans la police, laissez-le répondre et ensuite ça sera Éléonore Revel. Aujourd'hui, il faut faire confiance à celles et ceux qui font notre pays au jour le jour. Il faut faire confiance à ces chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Il faut faire confiance, évidemment, aux serviteurs du service public, nos professeurs, les enseignants, nos policiers, nos gendarmes, qui mènent des missions parfois dans la difficulté, mais qui le font extrêmement bien. Il faut évidemment. Donc vous ne faites pas campagne en disant que vous n'allez pas remplacer. Il faut tenir un discours de vérité. Aujourd'hui, la situation financière de notre pays. Évidemment, il faut tenir un discours de vérité. Nous disons que nous réduirons le nombre de postes de fonctionnaires. Dans quelle catégorie? Dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police? Laissez-le répondre. Qu'il faut que la loi des 35 heures devrait être appliquée dans l'ensemble des collectivités. Je ne sais pas ce qui est pratiqué à Saint-Nazaire, mais je peux vous dire qu'à Nantes ou à la métropole, les agents municipaux et métropolitains ne respectent pas la loi et ne font pas 35 heures, et qu'il faudra même augmenter le temps de travail, parce qu'évidemment, lorsque vous réglez la question du temps de travail, vous réglez cette question du nombre de suppressions de postes, et augmentation du temps de travail. Les collectivités locales participent à l'effort de réduction de la masse salariale, et qu'il y ait aussi évidemment des efforts faits cette logique qui veut réduire le nombre de postes dans la fonction publique, augmenter le temps de travail et en même temps qui voudrait réduire le chômage. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. On ne va pas vous mettre d'accord, il nous reste que 4 minutes d'émission. On va demander à Éléonore Revel, elle, quelle est sa proposition, quelle est votre proposition forte sur la circonscription? Moi, j'ai envie d'en faire deux qui me paraissent importantes aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup parler de démocratie. Mais je crois qu'on n'écoute pas vraiment le peuple parler. Et donc, Marine Le Pen a intégré dans son programme un référendum d'initiative populaire qui me paraît être une excellente chose pour pouvoir consulter le peuple sur les sujets qu'il souhaite aborder. Il suffit de réunir 500 000 signatures
pour pouvoir déclencher un référendum. Alors on en a fait un sur Notre-Dame-des-Landes et pourtant vous n'êtes pas favorable à Notre-Dame-des-Landes, à cet aéroport, alors que le référendum lui disait oui. Sur Notre-Dame-des-Landes, ça a été une consultation locale et partielle. Donc pour moi, ce référendum était tronqué à la base, puisqu'il n'interrogeait que la voix du peuple, mais attendez, laissez-moi parler. Je vous explique que je n'ai pas compris le périmètre choisi, puisque la Loire-Atlantique n'est pas la seule à payer. Il y a aussi la région Bretagne, la région des Pays de la Loire. Mais il y a eu référendum et le peuple s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé et très bien, respectons son référendum choix. Et l'autre choix dont vous voulez me parler. L'État ne le fait pas, malheureusement. L'État ne prend pas les moyens de vider la ZAD parce que c'est électoralement très problématique à la veille des élections présidentielles. L'autre proposition. Et l'autre proposition, moi, ce serait de lancer des mesures sur le patriotisme économique. Donc j'entends parler d'emploi, c'est clairement une priorité pour les Français. Par exemple, à l'échelle de la région, ça pourrait être quoi? Ça pourrait concerner qui? STX? Tout à fait, ça pourrait concerner STX. Il faut que l'État investisse dans des entreprises qui ont un rôle stratégique au niveau des savoir-faire industriels et aussi sur la base militaire. À 33% exactement, mais aujourd'hui, on est menacé par l'Italie qui a passé un contrat avec la Chine. A redit la semaine dernière. Donc, oui, mais le gouvernement, on a déjà vu, le gouvernement en patriotisme économique des entreprises n'a jamais, ne l'a pas fait pour Alstom, ne l'a pas fait pour là, on parle d'STX, madame. Oui, un sujet qui nous touche de très près. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui, lutter contre le chômage, notamment à Saint-Nazaire, puisque c'est le taux de chômage le plus élevé avec 9,1% contre 8,5% sur la région. Donc, il y a et pourtant des emplois à pourvoir, notamment chez STX, avec les commandes qui ne cessent d'augmenter. Il y a plus d'augmenter. d'emplois sur le bassin d'emploi nazérien que d'actifs aujourd'hui sur le bassin nazérien. Et c'est vrai qu'on est aussi souci majeur, c'est les personnes qui viennent sur le territoire, effectivement, pour pouvoir trouver de l'emploi et du travail. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste parler des travailleurs détachés qui rendent la concurrence déloyale vis-à-vis de nos ouvriers français. Et donc, je pense qu'il faut abolir cette directive Bolkestein pour pouvoir favoriser l'emploi des ouvriers français qui sont formés. C'est juste un problème économique. Rapidement, Julien Bavel, il reste 1 minute 30 d'émission. La première des mesures que vous prendriez si vous étiez élu? Ce sont les mesures que je vous ai détaillées tout à l'heure sur la transparence de la vie politique, absolument. Lauriane Degnaud. La mesure qui me semble vraiment essentielle aujourd'hui, c'est de se donner les moyens de lutter contre la grande pauvreté. Donc ça serait la revalorisation du RSA, son automatisme, puisque vous savez qu'aujourd'hui 30% des citoyens qui pourraient avoir le droit à un certain nombre d'aides ne les touchent pas. L'ouvrir aux 18-25 ans, mais aussi aux plus pauvres d'entre nous, l'automatiser pour que chacun puisse vivre dans la dignité. Et puis aussi des propositions sur l'emploi. Ça me tient énormément à cœur, mais je crois que je n'ai pas le temps malheureusement de développer aujourd'hui. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une bonne campagne des élections législatives. Je rappelle les dates. Le premier tour, ce sera le 11 juin. Le second, le 18 juin. Très bonne semaine politique. La semaine prochaine, nous reviendrons sur l'état du Parti républicain dans la tourmente de l'affaire Fillon. Ça n'est pas fini. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal régional. Très très bonne semaine politique.